aller explorer ce qu'il y a sous les mots qu'on utilise. OK. On ne peut jamais définir exactement un mot, mais peut-être qu'on peut en parler pour éclairer un peu plus le sens qu'on y met. Alors moi, je vois 3 ou 4 mots principaux qui sont conscience, programme, vibration et puis peut-être pensée. Parce qu'on parle de conscience psychologique, de conscience multidimensionnelle, mais une conscience, c'est quoi? Est-ce que c'est le point à partir duquel on fait une évaluation, mais basée sur quoi? Puis la pensée, c'est quoi? Parce qu'elle est souvent associée à la conscience. Un programme, en quoi c'est différent d'une conscience? Et puis une vibration, c'est en même temps physique et mentale. Alors c'est quoi par rapport à un programme ou par rapport à une conscience? Enfin voilà, on se mélange un peu avec tout ça. Ouais. Ben, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand vous avez parlé de ça, c'est que derrière les mots qu'on utilise, derrière les mots que l'homme utilise, il y a sa conscience, il y a son interprétation de ce qu'il veut décrire. Okay? On prend par exemple un mot comme le mot amour. Okay? Bon, ben, derrière ce mot-là, ou la définition que l'ego en fait, l'ego inconscient, c'est évident, il y a une interprétation psychologique. Autrement dit, une idée, un concept derrière. Et c'est là le problème. Aussitôt qu'une personne utilise un mot, comme le mot vérité par exemple, elle exprime son mental, autrement dit sa conscience. Elle exprime quoi dans le mot vérité? Elle exprime la polarité. Le mot amour, c'est la même chose. Amour, haine. Alors, c'est des thèmes très polarisés. Derrière le mot ou les mots, il y a toujours la conscience de l'individu. Alors, pour une personne éveillée, c'est très facile de détecter la conscience ou le niveau de conscience d'un autre individu. À travers quoi? À travers les mots qu'il utilise. Autrement dit, les concepts qu'il utilise. Même s'il essaie de le cacher, de faire croire qu'il est éveillé, par exemple, il ne peut pas. Face à une personne éveillée. Face à une personne qui peut voir ce qu'il y a derrière. Autrement dit, qui peut voir la conscience de l'individu. Qui peut l'observer factuellement, puisque la personne utilise ces mots-là. Et ce n'est pas seulement un mot. Si on écoute un peu la personne, elle va continuellement utiliser des termes, des concepts polarisés. Donc, elle est en train de décrire sa conscience. Et c'est d'autant plus puissant que lorsqu'un individu utilise ce genre de termes-là, ce genre de concepts-là, à travers ces mots, ces termes, à ce moment-là, il se maintient lui-même, sans le savoir, c'est évident, inconsciemment, dans la conscience qu'il parle, ou qu'il vit. Alors, c'est à travers l'action, parce que la parole, c'est une action. C'est à travers l'action de la parole que l'homme se maintient prisonnier de sa conscience. Tant qu'il ne voit pas, tant qu'il n'est pas en mesure d'observer ce phénomène-là, il demeure prisonnier, c'est évident. Même s'il essaie de comprendre des choses, s'il utilise constamment les mêmes termes, les mêmes concepts, c'est évident qu'il ne s'en sortira jamais. Puisqu'il s'enlise continuellement. Alors les mots, c'est très particulier dans ce sens-là. Le vocabulaire d'un individu détermine sa conscience, ou la qualité de sa conscience. Très important. Ça voudrait dire que la conscience psychologique, elle est basée sur des concepts, essentiellement. Oui. Elle est maintenue par des concepts. Ouais. C'est comme un château de cartes.
chaque carte, c'est des concepts. Ça fait le château, c'est la conscience psychologique. C'est comme ça que l'homme se maintient dans cette conscience-là. Mais il ne sait pas. Alors, il continue à parler d'une certaine façon. C'est quoi cette façon-là? C'est soutenu par des programmes, c'est évident. Dans le sens que lorsqu'on a un certain vocabulaire, c'est parce qu'on est programmé dans ce vocabulaire-là. Chaque mot, chaque concept, c'est comme un programme. Autrement dit, c'est des habitudes de façon de parler. On parle comme ça. Une personne qui est éveillée, elle s'habitue à ce programme, à parler d'une certaine façon, consciemment. Elle n'utilisera pas des termes comme vérité, mensonge, etc. Parce que c'est des termes très polarisés. Alors, si elle les utilise, elle va induire la personne avec qui elle parle en erreur. Elle va la maintenir dans sa conscience polarisée. Alors, la vibration, elle se situe derrière le mot. La vibration est supportée ou elle supporte le mot. Elle est véhiculée par le concept ou le mot. Bon, mais alors là, je vois pas bien la différence entre programme et vibration. Alors du coup, ça veut dire la vibration, elle est insufflée par le programme. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Par l'habitude, ouais. Quelle que soit la forme, quelle que soit la vibration. Ça peut être une vibration basse en qualité, là, de conscience. Par exemple, des concepts très polarisés, c'est pas... ça provient d'un mental inférieur, ça maintient l'individu dans un mental inférieur. Donc la vibration est au rôle sol, là. Au rôle hypocorrect, justement. Mais les gens ne savent pas ça. C'est la vibration qui permet une manifestation quelconque. Ouais. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Ouais. On est programmé d'une certaine façon, alors on utilise un terme. On a appris à parler vibratoirement. On a appris à parler à travers des concepts polarisés, c'est évident. L'enfant, la première chose qu'il dit, c'est non. C'est pas oui. Non. Hein? Il se manifeste sa volonté. Non. Il veut pas. Et donc la conscience, ce serait en fait le chef d'orchestre un peu des programmes, c'est-à-dire ça va se manifester d'une certaine façon parce qu'il y a telle ou telle conscience. C'est plutôt les programmes qui sont le chef d'orchestre de la conscience. C'est les programmes qui maintiennent la conscience en place. Une fois que, c'est pour ça que l'observation est si importante, une fois que l'individu peut observer la programmation en action, à ce moment-là, il n'active plus. Autrement dit, il n'utilisera plus des termes comme vérité, mensonge, etc. Donc, il contrecarre, il n'active plus le programme qui lui faisait dire ou utiliser des termes semblables. C'est là que la conscience ou l'observation intervient. Et là, au fur et à mesure, l'individu s'ajuste à la réalité dépolarisée. Dans ça, il demeure tout le temps prisonnier de cette polarité-là, parce qu'il l'utilise sans le savoir, il est utilisé par la programmation à dire des choses comme ça ou à utiliser des mots. Alors, dans le fond, il est programmé pour être inconscient ou il est programmé pour avoir une conscience psychologique. Il s'est programmé inconsciemment dans une conscience psychologique, c'est évident, puisqu'il était dans un environnement psychologique. Un enfant ne peut pas s'éveiller par lui-même.
Ses parents, son environnement est inconscient. Alors, comment voulez-vous qu'il s'éveille? Il ne peut pas. Il est obligé par insécurité, justement, d'adhérer à la conscience de ses parents. Il n'y a pas le choix. Sans ça, il est totalement isolé. Il va mourir. Il ne peut pas survivre comme ça. Parce qu'il doit survivre mentalement avant tout. Ok, mais alors quand on dit que c'est la programmation qui soutient la conscience. Ouais. Mm-hmm. De l'individu, la qualité de la conscience. Ça veut dire qu'il faut que la programmation évolue pour qu'il y ait un changement de conscience. Oui, dans un sens. Ouais. Uh-huh. Dans le sens que, pour la programmation, évoluer, c'est ne plus être en mesure d'être activé. OK? Lorsqu'il y a une programmation qui n'est pas ajustée au système, à la réalité systémique, à ce moment-là, c'est l'ego qui intervient. C'est l'ego qui fait... c'est l'individu, l'ego, l'esprit qui a pas assez d'expérience, qui fait que la programmation peut se manifester, ou une programmation très polarisée, par exemple, ou une conscience psychologique peut se manifester. C'est toujours l'ego qui est au centre, qui approuve ou qui désapprouve. Mais s'il n'a pas conscience de ce qui se passe, parce qu'il est désinformé, parce qu'il n'est pas suffisamment évolué, à ce moment-là, il active tout ça. Lorsqu'il commence à s'éveiller, il commence à développer une capacité d'observer ce qui se passe, ce qu'il n'avait pas auparavant. C'est ça la différence. Aussitôt qu'il prend conscience de ça, l'éveil commence. Ça commence tranquillement. Là. Il commence à s'éveiller à quoi? Au fait qu'il est programmé, au fait qu'il est sous l'emprise de la programmation. Alors à ce moment-là, il peut commencer à interférer dans l'activation inconsciente qu'il faisait avant. Autrement dit, il peut commencer à interférer et ne plus activer, c'est évident. Surtout qu'il s'en rend compte, il ne peut plus activer, il s'oppose. Activer ce genre de programme-là, puisque c'est ça qui le fait souffrir. Mais ça prend de l'observation, ça prend une conscience autre à ce moment-là. Un recul. Et le recul, c'est l'activation de cette nouvelle conscience-là, qui a toujours été là, mais qui, autrement dit, la capacité d'activer est toujours présente. Mais l'esprit, si on peut appeler ça comme ça, n'est pas conscient de ce qui se passe. C'est ça le problème humain actuel. Il dort. L'esprit n'est pas suffisamment incarné. Alors, à ce moment-là, il se fait duper. L'esprit, c'est pas ce que le monde pense. C'est pas omniprésent, puis, tu sais, ça sait tout, puis c'est parfait. Puis, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, pour le moment, l'esprit, il est plutôt... on dirait que c'est comme si c'est de la programmation, en fait. Non, il y a une différence entre l'esprit et la programmation. Autrement dit, entre l'esprit et l'âme. Il y a une grande différence entre les deux. Les gens s'identifient. Ou, autrement dit, une personne qui n'est pas suffisamment évoluée, l'esprit va s'identifier à l'âme. C'est ça le problème, d'ailleurs. Donc l'âme, c'est la programmation, c'est la mémoire. C'est ça. L'esprit, c'est autre chose. Puisque la programmation a besoin de duper l'esprit. Autrement, une façon de parler, là, à cause que l'esprit n'est pas suffisamment incarné, il se fait duper. Autrement dit, il s'identifie à tout ça, puis c'est normal, là. Il subit les conséquences, mais il ne fait pas le lien entre les deux. C'est ça le problème humain actuel. Il ne fait pas le lien entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une capacité d'observation multidimensionnelle. Il y a une capacité d'observation psychologique en surface qui l'empêche de voir réellement ce qui se passe.
Alors, il parle, il utilise des termes très polarisés et il se maintient dans cette conscience-là. Il active continuellement les programmes. Le langage, c'est un programme, c'est des programmes. Alors, il active continuellement cette qualité de langage-là. Très polarisé, c'est évident. Et il se maintient dans cette conscience involutive, dans cette conscience inférieure. C'est seulement quand il commence à... ou quelqu'un lui fait voir. Mais c'est pas facile à voir, ça. L'esprit est endormi. Regardez comment un animal, par exemple, l'esprit, il n'est pas très incarné. Il est suffisamment incarné pour que l'animal fonctionne. C'est la même chose pour l'homme. Mais il n'est pas... Tu sais, autrement dit, il doit s'incarner au niveau psychique, dans le sens mental, dans le mental. L'homme n'est pas incarné dans son mental. Il est incarné dans son corps jusqu'à un certain point, puis ça dépend des individus. Mais il n'est pas là encore, il n'est pas présent encore. Ça prend la souffrance pour que finalement il est forcé à prendre son espace. Ou se départir de cet espace-là. Quand il meurt, c'est ça qu'il fait. L'esprit. Donc, ce qu'on appelle l'ego, là, ou l'esprit, enfin, ouais. Notre entité, en fait, ce qu'on croit être nous. C'est ça, notre présence. Notre présence, c'est ce qui active la programmation. Ouais. Sans ça, la programmation ne peut pas s'activer. Elle peut être déclenchée, mais pas activée. Alors, elle peut être déclenchée, mais pas activée. Façon de parler. C'est-à-dire, elle se déclenche, donc elle envoie des vibrations. Mise en vibration, mais c'est la présence inconsciente, c'est évident, de tout ça, qui s'identifie à tout ça, mise en vibration, etc., qui trouve des bonnes raisons pour agir. Le tour est joué. Il se fait prendre. Les bonnes raisons viennent de la programmation. L'énergie qui permet la pensée, qui permet l'utilisation de l'intellect et qui souffle à l'ego, à la présence, des bonnes justifications, des bonnes raisons. Mais il n'y a pas seulement la programmation, il y a l'événement, par exemple. La bonne raison, c'est tout le temps en fonction de l'événement. Alors l'ego, ben oui, mais il y a ça, là. Mais lui, il voit qu'en surface, il ne voit pas ce qui se passe en dessous. Donc, il justifie ça. Il est porté à blâmer l'événement pour sa mise en vibration. Il n'y a pas tort jusqu'à un certain point, puisque c'est l'événement qui déclenche le programme. Mais enlever le programme, la mise en vibration ne serait pas aussi grande, aussi forte. Le programme, la mise en vibration est toujours en fonction d'une mémoire passée. Dépendant de l'intensité de cette mémoire-là, ben, l'ego a la mise en vibration en conséquence. Donc, s'il y a une très grande mise en vibration, ce n'est pas nécessairement lié directement à l'événement. C'est là que l'ego se fait avoir. Il amplifie à travers la raison, justement. Il y a raison, donc il blâme l'événement, puis là, il embarque. Mais s'il est éveillé le moindrement, puis il observe ce qui se passe, bien là, il embarque moins, il n'embarque plus, là. Il utilise l'énergie pour corriger la situation ou l'événement, ou la source de l'événement, étant une personne habituellement,
pour rebalancer la situation. Il commence à communiquer, donc il utilise l'énergie. Au lieu de réagir émotionnellement, il utilise l'énergie, il réagit mentalement, dans le sens qu'il essaie de rectifier, ajuster la situation. Il utilise l'énergie, il n'a pas le choix. Elle est présente. Bon, mais alors la pensée là-dedans, parce que en fait la conscience elle est quand même souvent associée à ça, à cette faculté de penser, quoi. Mm-hmm. C'est une faculté, la pensée, c'est tout. Mais les pensées de l'être humain sont continuellement soufflées par la programmation, autrement dit la coloration de la pensée. Elle est tout le temps soufflée par ou supportée par la programmation. Il y a toujours des éléments extérieurs, c'est évident, mais le plus gros de l'affaire, c'est le programme qui va souffler vibratoirement une direction à penser. Autrement dit, l'homme, il croit que c'est lui qui crée totalement sa pensée, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est dupé à penser d'une certaine façon. Il est porté à penser d'une certaine façon à cause de la programmation. Oui, c'est ça, c'est les programmes qui gèrent tout, en fait, là. C'est ça. L'homme, tout ce qu'il fait avec ça, il essaie d'avoir quelque chose de logique là-dedans. Là, il se sert de son intellect. Mais si la base des pensées est tout croche, est débalancée, là, il a beau essayer de faire... il peut mettre de la logique là-dedans, mais pour une autre personne, ce ne sera pas tellement logique, là. Une personne, par exemple, qui vivait une psychose, pour une personne qui ne vit pas de psychose, c'est pas très cohérent, là. Il manque quelque chose. Là. Pour elle, c'est très logique. Là, il se fait complètement englober par des programmes, finalement, autrement dit, des pensées créées par des programmes. Quand les programmes sont très puissants, l'ego peut penser que c'est une personne, c'est une entité. Oui, c'est ça. C'est difficile à définir cette histoire de programme-là. Parce que c'est hyper important, en fait, à saisir ce que c'est un programme. Ah ben oui. C'est pas évident. Non. C'est pas évident. À cause, justement, des concepts, des préconceptions, justement, que l'ego a, que l'homme a. Alors, comment ça se crée, un programme? Par le mouvement. Vous faites un mouvement dans la matière, il se crée un programme, automatiquement. Si vous répétez, le programme devient plus puissant. Il prend en puissance. Surtout qu'il y a répétition, automatiquement, il se crée une mémoire. La mémoire, elle devient de plus en plus puissante. Le programme devient de plus en plus puissant. Ça devient un automatisme. Lorsque c'est un automatisme, à ce moment-là, ben, vous le faites automatiquement. Que ce soit conscient ou inconscient. Mais plus il y a d'inconscience, plus c'est facile dans un sens que le programme se crée. Parce que l'ego ne le voit pas. Il ne peut pas interférer. À ce moment-là, il peut réagir d'une certaine façon. Puis s'il réagit trop de cette façon-là, il se crée un programme. Alors, pour illustrer, est-ce qu'on peut donner un exemple? Par exemple, le plus gros programme, ça a l'air d'être quand même le programme d'abandon. Ouais, dans un sens, ouais. Chez tout le monde. Parce que ça touche à la vie, à la survie. Le programme d'abandon, c'est un sous-produit du programme, si vous voulez, de survie
de l'individu. Autrement dit, l'esprit dans la matière, il veut survivre. Il est programmé pour survivre. Prenez un animal, prenez n'importe quoi. Un être humain, c'est la même chose. Il va vouloir vivre, survivre. La survie, pour lui, c'est essentiel. Alors, à cause de cette tendance-là, ou ce programme-là, il se crée un programme d'abandon. Parce qu'aussitôt que l'ego se sent en état de vie ou de mort, de survie, c'est parce qu'il se sent abandonné par ses parents, par exemple. Je ne veux pas dire que ses parents l'abandonnent, mais il se sent comme ça. C'est ça l'essence même de la mise en vibration très forte que les gens ont, par exemple, quand ils font de l'anxiété, etc. Les crises de panique, par exemple, c'est exactement ça. La crise de panique, c'est comme l'ego qui revient en arrière, qui revit la même expérience de survie qu'il a vécue quand il était très jeune, quand il se sentait seul, abandonné, rejeté, etc., battu. Dépendant de ce qui se passe, ben, ça va être de plus en plus fort. Un enfant qui est battu, par exemple, ben, il va se sentir encore plus vulnérable, plus insécure, à cause de l'intensité, justement, du rejet. Alors, il va vibrer d'autant plus, parce qu'il se sent totalement insécure. C'est pas tellement le fait qu'il se fait battre. Autrement dit, le mal, c'est pas tellement ça, physique, c'est pas tellement ça, comme le mal psychique, dans le sens qu'il est totalement rejeté par les personnes ou la personne qui, essentiellement, il dépend de ou sa sécurité dépend de cette personne-là. Alors, imaginez, un enfant, il se sent complètement annihilé, là. Il a 2 doigts de la mort. Il peut mourir à cause. Donc ça veut dire que c'est tous ces sentiments de solitude, d'abandon, de rejet qui ont pu être vécus, qui s'accumulent en fait, et qui font grossir le programme. C'est ça, ouais. Il y a des sous-programmes là-dedans, là. Des valos, etc. Des automatismes. Un enfant qui se sent abandonné ou un adulte qui se sent de cette façon-là, c'est évident qu'il ne se sent pas en valeur. Qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on ne veut pas? Ce qui ne vaut rien. C'est pour ça que l'ego ne se sent pas en valeur. Il y a de la misère, il se sent dévaleur. À cause du programme. À cause de ce genre d'expérience-là. Ça fait partie de la conscience psychologique, autrement dit, de la conscience involutive. Donc la conscience, quand on s'éveille, on voit que c'est un programme, quoi. C'est ça. On sait que c'est un programme. Pas évident, parce qu'effectivement, on est complètement... quand ça se déclenche, on est complètement dans ça envoie une vague de mise en vibration qui fait qu'on est dedans, quoi. Aussi bien physiquement que mentalement. C'est ça, parce que vous vous identifiez à ça. C'est ça le problème. Vous êtes parfaitement identifié à ça. Votre senti, c'est vous. Vos programmes, sans le savoir, là, si vous êtes identifié à votre senti, vous êtes identifié au programme. C'est ça le problème. Regardez comment les gens spirituels, surtout, ils s'identifient à leur senti. C'est très important, leur senti. Ils s'identifient parfaitement à ça. Ils se fient à ça. Méchante désinformation là-dedans. Là. Tant que l'ego n'est pas ajusté, puis même quand il est ajusté, même quand il est éveillé, il va vérifier ses sentis. Tout le temps. Il ne prendra jamais ses sentis pour du content. C'est comme ça qu'il va raffiner. Il va le savoir qu'est-ce que c'est, mais il va vérifier pareil.
Toujours. C'est sa seule sécurité. Il ne se croit pas intelligent à ce niveau-là. Autrement dit, il vérifie tout le temps. Tandis que l'être qui fonctionne de façon psychologique, évolutive, il se croit intelligent de ses sentis. Il se fie à ça, sans vérifier. Il se fait avoir. C'est pas que l'être qui est éveillé ne se sent pas intelligent. Se sait pas intelligent. Il se sait intelligent seulement quand il vérifie, justement. Là, il vérifie son intelligence. Il confirme son intelligence. Autrement dit, il raffine son intelligence. Autrement dit, il raffine sa conscience. Ou il raffine sa capacité d'observation. Par la vérification, tout le temps. Sans ça, comment on peut savoir? On peut s'imaginer bien des affaires dans le virtuel. C'est ça le problème. Les gens vivent dans le virtuel. Ils ne vivent pas dans la matière. Et donc, ce qu'on appelle vérification, c'est dans la matière. Ouais. Et à partir d'un mental supérieur. C'est le mental supérieur qui fait qu'on vérifie. Mental supérieur étant la capacité d'observation multidimensionnelle. On base tout ça sur la vérification. La vérification, c'est de l'observation aussi. C'est-à-dire, c'est comme si c'est les mêmes fonctions, c'est-à-dire c'est la même fonction intellectuelle, la même fonction, sauf que les données changent, quoi. En fait. Ouais. La vibration, puis la base, l'essence. Tu sais, la programmation involutive, c'est créé par le système, c'est évident. Le système, il fonctionne. That's it. Le manque d'expérience, c'est créé par le manque d'expérience de l'ego ou de l'esprit en matière, de l'homme, whatever. Puis ça se perpétue. Plus il y a d'individus qui fonctionnent de cette façon-là, ben, plus c'est difficile pour l'individu de s'en sortir. S'il est entouré d'individus qui sont éveillés, c'est évident que ça va être plus facile pour lui de s'en sortir. Surtout s'il est jeune. C'est une question presque de mimétique. L'enfant, il apprend par mimétisme. Il imite. Il capte la vibration. Il n'en a pas conscience, mais il capte. Qu'est-ce que c'est le mimétisme? De la répétition. Programme, mimétisme, c'est la même chose. Mais parce que la conscience, c'est bien, ça veut dire qu'on observe à partir d'un certain point de vue, en fait, qui s'est construit par le système, qui donne une conscience psychologique, par exemple, au départ. C'est ça, en fait, ça veut dire, c'est ce point de vue, en fait, qui change au fur et à mesure. Ouais, mais c'est toujours la présence. C'est toujours l'esprit en matière. Mais il y a l'esprit avec de l'expérience, puis il y a l'esprit qui a moins d'expérience. L'esprit qui a moins d'expérience, ben là, il est dupé, il croit tout ça, là, tu sais, il n'y a pas d'expérience. Aussitôt qu'il commence à prendre l'expérience un peu plus, parce qu'il a souffert de son manque d'expérience, ben là, il commence à allumer, là. Vous avez différents individus dans l'histoire qui ont allumé. Un petit peu plus. À un moment donné, ça allume. Là. Ça continue à évoluer. Mais l'allumage est fait. La lumière fut.
sais? Là, c'est plus un train ou une locomotive dans un tunnel, là. T'sais? Lumière veut dire clarté. Clarté veut dire observation, capacité d'observation. Éclairer ce qui n'est pas éclairé. C'est ça que ça veut dire, une lumière. La lumière éclaire ce qui n'est pas éclairé. Encore. Mais ça passe pas, ça s'éclaire, mais pas par la compréhension. Pas par la compréhension psychologique. Limitée. Faut être informé sur ce qui se passe réellement et apprendre à observer ou à s'ajuster à cette information-là, justement. C'est un processus, ça. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas parce qu'on a compris. Il s'agit pour l'individu de réaliser qu'il ne peut pas saisir comme il croit qu'il peut saisir. C'est l'accumulation qui va faire toute la différence. L'acclimatisation. Autrement dit, l'ego va s'acclimater à tout ça. C'est vibratoire. S'il essaie de trop vouloir gérer ça, là, ça ne marchera pas. Gérer ça, c'est essayer de comprendre. Ça se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Tout est très facile. Comment vous avez appris à parler? Vous rappelez-vous comment vous avez appris à parler? Personne ne se rappelle comment il a appris à parler. Ce n'est pas vos parents qui vous ont montré à parler. Ils vous ont aidé peut-être, mais ils ne vous ont pas montré à parler. Vous les avez imités. Vous avez fait les connexions. Ils vous ont aidé un petit peu, là. Mais la connexion, c'est pas eux qui a fait, c'est vous qui a fait. Le langage, c'est très compliqué. Comment qu'un enfant peut apprendre quelque chose de si compliqué que ça? Il l'apprend vibratoirement, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la même chose au niveau de la conscience. C'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'alors il n'y a pas d'effort. Non. En fait, l'effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une lutte contre la programmation. Quand il y a un effort, c'est quoi en fait? Quand il y a un effort, c'est parce que c'est observé du point de vue psychologique. Dans le psychologique, il y a de l'effort. En dehors du psychologique, il n'y a pas d'effort. C'est évident. On le voit ou on ne le voit pas. C'est vibratoire, tout simple que ça. Mais donc quand on a la sensation d'être dans un effort, on sait qu'on est dans le psychologique. Ouais. Parce que c'est un peu comme une notion de lutte, l'effort. Si on lutte contre quelque chose. Ouais, mais il y a lutter puis il y a lutter. C'est comme quelqu'un qui essaie de lever un poids. Qu'est-ce qui détermine sa force? La personne qui force ou la personne qui prend le poids et qui le lève facilement? Qu'est-ce qui détermine la force? La qualité de la force ou la quantité de la force? C'est la personne qui lève le poids facilement, hein? Pas la personne qui force. Lui, il manque de force. Voyez-vous? Donc en fait, le seul effort à fournir, c'est l'observation, Et la vigilance. Et la volonté qui vient avec par la suite. Autrement dit, une fois que l'ego, l'individu a suffisamment souffert de la vie,
à ce moment-là, il va prendre le chemin le plus facile pour s'en sortir. Autrement dit, il est prêt à prendre des chemins qu'il ne prendrait pas psychologiquement. Il n'a plus le choix. Puis s'il est informé sur ces chemins-là, façon de parler, à ce moment-là, il va les explorer. C'est pas évident. C'est loin d'être évident. C'est cryptique. C'est cryptique, c'est encrypté. Ah oui. Très encrypté. La conscience psychologique, c'est très encrypté. Oui, puis on n'a pas le lecteur, quoi. C'est ça. Vous n'avez pas le comment on appelle ça, non? Le code pour le décrypter. Le code pour décrypter la conscience psychologique, c'est l'information, c'est non seulement l'information, mais c'est la présence d'un autre individu éveillé qui va faire que, ou plusieurs autres individus éveillés, qui va faire que l'ego va commencer à regarder d'une autre façon, va observer d'une autre façon. Il va voir que c'est possible, que l'impossible est possible. Parce que pour lui, c'est impossible. Il a tout essayé. Là, mais il ne sait pas devant. Il sait pas. Il ne connaît pas l'ennemi suffisamment. Tout. Mais il n'a rien à faire parce que dès qu'il veut faire quelque chose, il interfère psychologiquement en fait. Ouais, mais c'est subtil ça. Ben oui, c'est subtil. Quand il veut faire quelque chose à partir d'une conscience psychologique. OK? Habituellement, l'ego, il est dans une conscience psychologique. Fait que s'il essaie de faire quelque chose, il se fourvoie tous les fois. Ça ne veut pas dire que une personne qui est éveillée, elle peut faire quelque chose, elle a la volonté de faire quelque chose. Mais elle fait quelque chose en fonction de ses besoins réels, en fonction de la réalité. Pas pareil. Tandis que l'ego, qui fonctionne de façon psychologique, il fait ça en fonction de ce qu'il manipule, finalement. Ce qu'il interprète. Pas pareil. Ses désirs, etc. Il n'y a plus d'interprétation, quoi. Ouais, il y a moins d'interprétation, il y en a plus. Ouais. L'évolution, évoluer, c'est le fait qu'il y a de moins en moins d'interprétation. Plus on évolue, moins il y a d'interprétation. L'interprétation, elle peut aller que psychologique tout le temps. Oui, quand vous le vivez, quand vous êtes assujetti à une conscience psychologique, quand vous dormez, oui. C'est comme la nuit. Lorsque vous dormez, vous rêvez. Vous n'avez pas conscience que vous rêvez. Vous avez conscience quand vous vous réveillez que vous avez rêvé. De temps en temps, vous allez prendre conscience partiellement dans vos rêves. Et d'ailleurs, plus une personne s'éveille, plus elle prend conscience dans son rêve, dans ses rêves. Bizarre. Parce qu'elle a plus de présence. Elle est plus éveillée à ce qui se passe. Elle est habituée à regarder au-delà des choses, derrière. Ça se transmet dans le rêve. Lorsqu'elle est totalement inconsciente. C'est pas parfait. Oui, donc
sais plus prendre le souvenir du rêve pour essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Si la personne se rappelle du rêve, elle va savoir ce que ça veut dire. Ou elle va finir par savoir ce que ça veut dire. Mais c'est pas l'interprétation des rêves comme le monde le font. Là. Ça veut dire que c'est plus une conscience qui est dans une perception directe des choses. Ouais. Et non plus dans une réflexion, quoi. C'est ça, exactement. Et l'accumulation de cette expérience-là va créer des programmes qui maintiennent encore plus l'ego dans cet état-là. Là, il commence à être ajusté à la réalité. Là. Il est dans le temps, il est dans le présent, il n'est pas dans le passé ni dans le futur. Il est présent maintenant. Dans toutes les dimensions, il voit ce qui se passe. Donc, il peut interférer comme il veut, là. S'il a à interférer. Parce que ce qui est difficile, c'est quand les gens qui sont dans l'entre-deux, quand même, on est la plupart dans cet entre-deux-là, où on ne sait pas encore, enfin, on n'a pas cette perception directe, forcément. Donc, c'est ça, c'est à quoi se fier et comment gérer cette... C'est pour ça que la vérification est si importante. Si l'ego commence à vérifier, commence à vivre l'expérience de vérification, il va s'habituer tranquillement, il va se maintenir dans cette conscience-là, de cette façon-là. C'est par là que ça passe. Au lieu d'essayer de deviner. Oui, au lieu de penser qu'il était suffisamment intelligent, là, pour tout figurer en son mental. C'est pas à ça que ça sert le mental. Mais l'individu, à cause qu'il est accroché aux formes, il pense que c'est comme ça que ça marche. Il veut tout figurer dans le virtuel. Il va se fourvoyer vite. Tant qu'il ne réalise pas ça, il ne peut pas se concentrer sur la vérification. Et alors, c'est quoi la fonction du mental? De vérifier. D'observer. C'est tout. On parle du mental supérieur, c'est l'observation. Le mental inférieur aussi, mais l'observation la qualité d'observation est inférieure, c'est évident. Elle est limitée. Mais elle a été développée. C'est ça l'homme actuel. Ça a été développé malgré lui. Là. Il n'y a rien eu à voir là-dedans, lui, consciemment. Ça s'est fait parce que le système fonctionne de cette façon-là. La différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau, c'est que l'homme nouveau, il sait ce qui se passe, il est ajusté au système. Il s'ajuste au système. Il connaît le système, il explore le système. Comme c'est très scientifique. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils explorent le système. Pas le choix, hein? Ils explorent l'atome, ils explorent tout ça, là. Ils inventent des théories sur tout ça, là. Relativité, théorie quantique, etc. Et après ça, ils vérifient, il faut qu'ils vérifient. Sinon, c'est une théorie. Einstein a sorti sa théorie en 1906. 1919 a été prouvé. Vérifié. C'est très important la vérification en science. Parce qu'à partir de là, ils peuvent bâtir quelque chose de solide. Puis ça va leur indiquer autre chose. Ça va leur faire observer autre chose. Ça crée comment je dirais ça, non? Dans le mental humain, ça crée quelque chose de très particulier, la vérification scientifique, par exemple. Les gens n'ont pas conscience de ça.
Mais ça les amène ailleurs, ça les amène ailleurs, et ça les amène ailleurs. S'ils ne font pas la première vérification, ils ne peuvent pas faire la sixième, c'est évident. On ne peut pas, c'est comme marcher. Il faut mettre un pas devant l'autre. Même chose. On ne peut pas être rendu au sixième pas quand on n'a pas fait le premier. Hein? Les Chinois disent, Confucius, je pense, hein, le voyage de 1000 km commence par le premier pas. Là. Le premier pas, c'est le mouvement, c'est la vérification. Oui, en fait, c'est ça, c'est intégrer ce fonctionnement qui est, on ne peut pas être en haut de l'escalier avant d'avoir fait marche par marche, quoi. C'est ça. Mais virtuellement, on peut être en haut de l'escalier. C'est ça le problème. Mais les données qu'on peut observer en haut de l'escalier de façon virtuelle ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut observer directement. Parce qu'au niveau du virtuel, il y a toutes les possibilités peuvent se manifester. C'est ça le problème. On rejoint la théorie quantique. Là. La théorie quantique, c'est basé sur les probabilités. Une quantité quantique. Qu'une chose arrive. Les probabilités ne sont pas la réalité. Et on ne peut être que dans la C'est réalité. ça, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on ne peut pas, en théorie quantique, ils ne peuvent pas déterminer la vitesse d'un objet ou d'une particule et où elle est en même temps dans l'espace, où elle est dans l'espace. Parce qu'on est dans le domaine des probabilités, on est dans le virtuel. Alors, tout est possible. C'est comme le chat de Schrödinger. Là, il est-tu mort, il est vivant. Dans sa boîte. Là. C'est quoi ça? Je connais pas. Ah ben, c'est le chat de la théorie de Schrödinger, je pense que je prononce bien. C'est un chat, okay, qu'on met dans une boîte. C'est comment Einstein appelait ça? En tout cas, une expérience mentale. Okay, lui, il dit en allemand. Là. Et on met un chat dans une boîte, parce qu'au niveau quantique, ils peuvent faire que des expériences mentales, okay? Virtuelles. Alors, on met un chat dans une boîte, et on met une quantité de produits radioactifs, OK? Qui vont faire déclencher, par exemple, je ne sais pas exactement, là, mais qui vont faire déclencher un appareil un Geiger counter qui appelle, là, et aussitôt que le Geiger counter va détecter la présence de la radioactivité, ça va déclencher quelque chose d'autre qui va empoisonner le chat. Autrement dit, qui va rouvrir une boîte, par exemple, et le chat va être exposé à la radioactivité. OK? Mais là, quand ça va se passer, ça, on ne sait pas. Il est dans la boîte. Alors, la théorie de Schrödinger, c'est est-ce que le chat est mort ou est vivant? Il est à la fois mort et vivant. Parce qu'on ne sait pas quand ça se passe. C'est la détérioration radioactive qui va déclencher tout ça. Alors, quand est-ce que ça se fait? Alors, on ne peut pas savoir si le chat est mort ou vivant. Alors, ça explique un peu les théories de probabilité, etc. C'est dans la théorie quantique, ça joue avec ces choses-là, ces genres de paradoxes-là. Alors,
On peut aller très loin, mais il faut le prouver. C'est dans la preuve, autrement dit, dans la vérification, qui est difficile au niveau de la théorie quantique. C'est ça le problème. Même Einstein avait des gros problèmes avec ça à cause de ça. C'est lui qui a comme inventé ça, le concept. C'était développé par Dawes. Mais même après, il y avait beaucoup de contradictions. Autrement dit, il y avait beaucoup il discutait beaucoup avec Bohr. Bohr, c'était le scientifique qui supportait la théorie quantique, etc., avec tous ces paradoxes. Et Einstein n'avait pas ce genre de mental-là. Hein? Il avait beaucoup de difficultés avec la théorie quantique. Pourtant, c'est lui qui a tout commencé le bal avec sa théorie de la relativité. Einstein faisait ces genres de théorie mentale, autrement dit d'expérience mentale. Mais alors, si on va plus loin, Einstein, quand il fait ça, c'est ses facultés mentales, donc c'est le système, en fait. C'est lui qui active la faculté du système, l'intelligence du système. En fait. Mais pour Einstein, pour accéder à ce genre de mental-là, autrement dit, il commence à être dans un mental supérieur. Einstein, c'est un bonhomme très particulier. Là. Il était relativement éveillé, Einstein. Je rencontrerais Einstein aujourd'hui, je lui parlerais de ce que je parle, puis il comprendrait. Ce que je sais de lui, là, il comprendrait assez rapidement. Il saisirait. Quand il dit, par exemple, on ne peut pas résoudre un problème avec ce qu'il a créé, avec la conscience qu'il l'a créé, c'est pas mal. Hein? Plein de dictons comme ça qu'Einstein parlait. C'est un être très intelligent, pas seulement qu'au niveau scientifique. Il était intelligent. Il avait une sorte d'intelligence. Il n'était pas éveillé comme on l'est aujourd'hui, mais il était pas mal présent. Oui, c'est ça qui est à retenir, c'est être présent. C'est ça. Maintenant. Et savoir ce qui se passe. Et savoir ce qui se passe. C'est ça.